Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis Dominique Legout, je travaille pour l'association Eau et Rivières de Bretagne. Donc je fais partie de l'équipe salariée, hein, bien évidemment. Une association, c'est une organisation, une forme d'organisation citoyenne. Hein, donc Eau et Rivières est bien évidemment composée aussi d'adhérents individuels, voire associatifs. Euh, du coup, sans idéaliser là où on en est, je vais euh, on va regarder dans le rétro un peu. C'est un peu l'idée du diaporama, parce qu'effectivement, on a fait un certain nombre de constats ce matin, des constats malheureusement qui ne sont pas nouveaux. Et on se rend bien compte en fait que le travail, en tout cas le travail associatif, y compris interassociatif, euh, on essaye de tendre vers un idéal qui pour nous est le zéro phyto ou le zéro pesticide. On est plusieurs à partager cet idéal-là. Euh, on est bien évidemment sur une question aussi de dire que ce n'est pas uniquement des changements de pratiques qui vont améliorer durablement la situation, mais que c'est bien un travail systémique. Néanmoins, les exemples que je vais pouvoir vous donner, on va se retrouver plutôt sur des petits pas, plutôt sur des améliorations de pratiques ou sur des améliorations de réglementation. Mais je veux vous montrer comment l'action associative et ces organisations citoyennes, elles ont été capables de réellement pointer du doigt de grosses incohérences, y compris réglementaires, de les condamner, de les dénoncer et de forcer finalement, d'une certaine manière, l'action publique l'évolution de la réglementation. Euh, et avant ça, en fait, moi, je voulais revenir sur le fonctionnement d'Eau et Rivières et ce que l'on fait aujourd'hui et depuis plus de 50 ans désormais, puisque Eau et Rivières, c'est une association qui s'est montée parce que des pêcheurs constataient la disparition du saumon dans les rivières bretonnes. Donc, c'est bien un constat d'atteinte au milieu naturel et d'atteinte à des espèces animales qui ont fondé l'association. Et très rapidement, en fait, on a fait le lien et c'était d'ailleurs l'un des premiers slogans, puisqu'on s'appelait la PPSB avant d'être Eau et Rivières, c'était quand le poisson meurt, l'homme est menacé. Et donc, on a très tôt finalement fait ce lien entre ce qu'étaient les atteintes au milieu naturel et des atteintes et des impacts possibles aussi sur l'homme. Donc, comme je vous le disais, Eau et Rivières, c'est une association loi de 1901 et on travaille en fait avec trois leviers principaux. Le premier étant de sensibiliser et d'informer. Notre leitmotiv, un peu, c'est de dire on ne protège bien que ce que l'on connaît bien. Et on fait ce travail, là, c'est un exemple de nos collègues éducateurs à l'environnement auprès des rivières, auprès de classes de rivières, puisque on accompagne des enfants presque toute l'année au bord des rivières pour leur faire connaître le fonctionnement des écosystèmes, les populations qui vivent dans ces écosystèmes, les fonctionnements d'un bassin versant, le petit cycle de l'eau, etc. C'est des choses qu'on essaye de leur apprendre dès le plus jeune âge, mais ce n'est pas uniquement la seule action que l'on fait et la seule génération, si je peux dire, que l'on touche, puisque on va même jusqu'à des interventions dans les EHPAD. C'est pour vous dire qu'on essaye de sensibiliser à tous les âges. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Et Eau et Rivières est une association agréée pour l'éducation populaire. Et c'est vraiment un des fondements de notre association, c'est non pas de changer, de faire changer les gens, mais enfin, si, on les fait changer, mais en fait, c'est qu'ils deviennent acteurs du changement. C'est-à-dire qu'on va pas on va les accompagner, on va les aider à comprendre comment fonctionne le monde pour que eux deviennent acteurs de comment ils vont le transformer et comment ils vont s'émanciper justement pour agir. Et on pense qu'effectivement, le premier levier, il passe par cette sensibilisation et cette information. Euh, le deuxième, la deuxième chose que l'on va faire, c'est cette participation et agir. Je prends ici, on a des adhérents qui sont ici autour de la table aujourd'hui, qui sont les représentants de l'association, par exemple, dans les commissions locales de l'eau. Et donc, on essaye d'accompagner au mieux justement la décision publique dans ces réflexions, dans des commissions locales de l'eau, mais ça peut être dans d'autres instances,
dans le cadre du plan éco-phyto, par exemple, hein, même si on partage bien évidemment le constat d'échec de ce plan-là et les insuffisances qu'il peut y avoir, mais en tout cas, on donne, on partage nos avis, on prend le risque bien évidemment de confronter nos points de vue avec des gens qui ne les partagent absolument pas. Et c'est une manière aussi de faire avancer la société d'une manière générale. C'est qu'on on pense qu'il faut imposer les idées les unes à côté des autres et avancer comme ça tous ensemble. Et donc, on est des fervents défenseurs de cette participation citoyenne, de ce dialogue environnemental. Euh, et quelquefois qui est finalement pas très public, hein, parce que de dire qu'on a un représentant d'eau et rivière dans toutes les clés de Bretagne, le citoyen lambda, je pense que déjà, si tu lui dis clé, il va penser à ouvrir la porte, mais certainement pas à un petit parlement de l'eau, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est peut-être pas si évident que ça pour le commun des mortels, mais en tout cas, on essaye de le faire le plus sincèrement possible. Et on forme aussi et on informe nos adhérents, on essaye de les faire monter en compétences pour que justement leur voix porte, qu'ils comprennent justement parce que on prend quelqu'un dans la rue là qui participe avec nous aujourd'hui à la journée. Je ne sais pas ce qu'il comprend. En fait, on a des débats très techniques sur comment sont faites les analyses, des données épidémiologiques, des maladies, des molécules dont on ne connaît absolument pas le nom. Euh, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on va vers un idéal qui est du zéro phyto, parce que du zéro pesticide, même, et même zéro pesticide, il ne faut pas que je dise zéro phyto, parce que le mot phytosanitaire, il ne parle pas forcément à tout le monde. Alors, je sais qu'il y a des définitions réglementaires de c'est quoi un produit phytosanitaire, c'est quoi un biocide, etc., etc. Mais en fait, le mot qui parle au plus grand nombre, c'est bien le zéro pesticide. Et quand on veut mobiliser le citoyen et le faire participer à tendre vers cet idéal, eh ben, c'est beaucoup plus clair quand on lui dit on ne veut pas de pesticides, on ne veut pas de pesticides dans notre eau, on n'en veut pas dans l'air, on n'en veut pas dans les aliments qu'on va manger. Donc, il y a cette question de participation qui est très importante pour nous. Et puis, le troisième, je le présente très volontairement en troisième, parce que si on n'a pas fait les deux premiers, si on n'a pas sensibilisé, si on n'a pas participé, on ne se sentirait pas légitime à s'opposer, y compris devant les tribunaux, sur un certain nombre de décisions qui sont prises de pollution que l'on peut constater. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient en dernier lieu de l'action d'eau et rivière. Eau et Rivière aussi n'agit pas bien évidemment seul, je vous l'ai dit, hein, on a des adhérents, on a aussi des associations adhérentes, mais au FI, on fait aussi partie d'un mouvement plus large, le mouvement France Nature Environnement. Et puis, on travaille aussi en interorganisation, je pense notamment au collectif des victimes des pesticides de l'Ouest qui est là aujourd'hui avec nous, et qui on a l'occasion aussi de travailler très régulièrement. Euh, ces trois éléments-là, nous, on les pratique depuis plus de 50 ans, mais ils font aussi écho à la Charte de l'environnement qui a été adossée à notre Constitution en 2004 et qui rappelle en fait que toute personne a le droit de vivre dans un environnement équilibré et sain pour la santé. Alors, je l'ai remarqué pour ne pas dire de bêtises, a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Précisément, ça, c'est le point, c'est l'article 1. Et le 2, c'est de dire que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Et ça fait partie, forcément, ça fait écho à notre action. Et c'est quelque chose, c'est des valeurs qui nous portent également. Alors, quand je vous disais que je regarde dans le rétro, effectivement, je regarde presque 20 ans en arrière, où en fait, on a un désherbant, puisque à l'époque, les désherbants, on les trouve encore dans les jardineries, hein, accessibles à tous, un désherbant qui nous met en fait qu'il est biodégradable et qu'il respecte l'environnement. C'est le petit oiseau là, qui est là, c'est marqué respecte l'environnement. Et ça pose de problème à personne, ou à pas beaucoup de monde en tout cas, à cette période-là.
si ce n'est à quelques associations bretonnes qui voient là de la publicité complètement mensongère, euh, puisque à cette période-là, les relevés de pesticides dans les cours d'eau, ils ont commencé. Ils montrent une contamination par des désherbants, et notamment par une substance active qui s'appelle le glyphosate, que l'on retrouve bien évidemment dans le Roundup. Euh, et on décide de dénoncer cette allégation qui pour nous est foncièrement mensongère de la part de l'industriel. Euh, Parce qu'en fait, à ce moment-là, ben, voilà, l'industriel, il raconte ce qu'il veut, quoi. Il nous dit, bah, vous inquiétez pas, c'est biodégradable, du glyphosate, vous n'en trouverez pas dans mon rivière, mon œil. Euh, et donc, on va, les petites associations bretonnes vont attaquer Monsanto. Alors, ce n'est pas le géant international, mais c'est Monsanto France quand même, qui bien évidemment, on ne va pas se laisser faire. Et vous pourrez, il y a des reportages qui sont conservés par l'INA sur ce travail-là, et c'est assez drôle de regarder comment l'industriel est très confiant en fait sur l'aspect biodégradable de son produit, parce que scientifiquement, il va vous expliquer qu'effectivement, le glyphosate, il disparaît très rapidement, donc il est biodégradable. On ne parlait pas beaucoup des métabolites à l'époque, même si la MPA était connu. Donc, bien évidemment, il ne s'est pas laissé faire. Pour autant, Eau et Rivière a gagné ce procès-là. On est allé jusqu'en cassation, hein, bien évidemment. Tous les recours ont été faits. Donc, on a gagné chacune des étapes en première instance, en appel et en cassation. Et au-delà de la victoire associative face à l'ogre Monsanto, si je peux présenter ça comme ça, cette victoire-là, elle a eu des incidences. Euh, la loi française a intégré le fait qu'on ne pouvait pas faire de publicité pour des pesticides en y mettant des mentions exagérément sécurisantes. Biodégradable en faisait partie. Et c'était la première étape finalement de l'évolution de la réglementation, puisque aujourd'hui, ces produits-là, suite à la loi Labbé, ils ont d'abord été mis sous clé. Alors déjà, Monsanto a été marqué que c'était biodégradable quand même sur ses emballages. Et dans les publicités aussi, puisque à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'os de Rex, ça passait à 20h sur les chaînes nationales sans problème pour nous dire que c'était formidable, qu'il y avait des mauvaises herbes, que ça laisse le sol propre, etc. etc. Et Rex, il ne met pas de masque, il ne met pas de combinaison, il ne met rien de tout ça. Les EPI, il ne connaît pas. Je vais vraiment boire. Et il utilisait un arrosoir même. C'est même pas un pulvérisateur. Et d'ailleurs, c'est pareil, hein, sur l'INA, si vous cherchez un petit peu, vous avez la pub avec Rex, son arrosoir, tout ça. Et il y a une publicité plus ancienne où Rex commente l'utilisation du Roundup par son propriétaire, qui a mis des gants, qui a un pulvérisateur, etc., qui nous laisse entendre, oh, on dirait qu'il a été en formation, etc. Mais du coup, c'est hyper intéressant de voir comment le propos de l'industriel a évolué. Et donc, effectivement, après, on connaît, la loi Labbé arrive. Ces produits-là, ils sont d'abord mis soit derrière comptoir, soit sous clé, jusqu'à aujourd'hui ne plus être autorisés d'achat, d'usage et de détention pour les particuliers, même si on a toujours un usage professionnel. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on a pu faire et d'une réglementation, d'un travail qui a été fait associatif au niveau breton et qui finalement s'est exporté au niveau national, puisque c'est une réglementation aujourd'hui nationale qui interdit la vente de ces produits-là aux particuliers. Parmi les autres travaux qui ont été menés, c'est aussi le fait de se dire, en tant qu'association de protection de l'environnement, on ne va pas parler à tout le monde. On va commencer à dire que les pesticides, ce n'est pas bien de les utiliser, que c'est dangereux pour la biodiversité, que c'est mieux de jardiner sans. Mais on reste aux rivières et pour certaines personnes, juste qu'aux rivières disent ça, ça fait qu'on se bouche les oreilles et on regarde ailleurs, on ne va pas écouter ce message-là. Parce qu'on a peut-être aussi d'autres préoccupations, hein, Et donc, notre idée à ce moment-là, c'était sur la charte jardiner au naturel, ça coule de source, c'était de trouver un intermédiaire qui ferait écho finalement à ce qu'on voulait voir évoluer au sein de la réglementation. Et ça s'est formalisé par une expérimentation d'abord sur les territoires rennais. Et l'originalité, si je peux dire, de la charte jardiner au naturel, ça coule de source,
C'est que ça s'appuie sur une convention, ça s'appuyait sur une convention tripartite. C'est-à-dire qu'on avait à la fois l'association qui s'engageait, la collectivité publique qui s'engageait et la jardinerie qui s'engageait. Et avec bah, voilà, des engagements mutuels, par exemple, le vendeur, la jardinerie envoyait ses vendeurs en formation. Et c'était les associations qui s'occupaient de former les vendeurs pour qu'ils soient en capacité d'alerter en fait le citoyen, le jardinier amateur, sur les risques de l'usage des pesticides et qu'ils soient en capacité de conseiller une alternative. Euh, les associations, elles, de leur côté, par exemple, elles faisaient des enquêtes clients mystères pour savoir comment, en fait, étaient appliqués finalement ces engagements le magasin. Et la collectivité, ben, elle abondait financièrement et elle accompagnait ce travail-là. Euh, Encore une fois, donc ça a été mis d'abord sur Rennes Métropole. Il y a eu une deuxième expérimentation sur Brest et finalement, la région Bretagne a choisi d'élargir et de régionaliser cette charte-là pour qu'elle soit mise en œuvre dans un maximum de magasins en Bretagne. Et à l'apogée peut-être de la charte, on devait être à plus de la moitié des jardineries bretonnes qui étaient engagées dans cette charte-là, avec par exemple de la communication dans les rayons. Même si on n'avait pas un vendeur, on avait en dessous le flacon de Roundup, par exemple, Polulo. Euh, Encore une fois, c'est quelque chose qui a été rattrapé par la réglementation, puisque aujourd'hui, on a parlé du certifito. Donc, les vendeurs avaient l'obligation d'être formés. Et puis, la fin de la vente en libre service d'une grande partie des produits jusqu'à leur interdiction. Un autre moyen, en fait, de faire évoluer les choses et de porter à la connaissance des citoyens des situations qui sont des atteintes à l'environnement, ça a été les arrêtés fossés, qui ont été finalement une spécificité bretonne. Euh, les arrêtés fossés, alors on ne va pas tirer toute la couverture aux rivières, mais on n'a quand même pas joué un rôle si négligeable que ça dans ces arrêtés fossés-là. On est en Bretagne depuis 2002. La cellule Corpep suit sur 8 puits de 10 rivières, si je ne dis pas de bêtises, les concentrations en pesticides dans les eaux. À cette époque-là, on s'aperçoit que, malheureusement comme aujourd'hui, ce sont les désherbants qui sont les plus présents dans les cours d'eau. Et tout simplement, puisqu'on participe à la Corpep, ce qu'on fait, voilà, on va faire une planche photo. C'est pas plus bête que ça. On fait une planche photo. Et sur nos photos, bah, on a ce type de photos-là, avec un cours d'eau dont les berges sont complètement désherbées, des fossés qui sont également jaunis. Et en fait, notre propos, il est très simple. On distribue à tous les participants et on dit comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de désherbants dans nos cours d'eau si on les met quasiment dedans. Et là, c'est bête comme chou, ça fait consensus en disant bah oui, effectivement, c'est une pratique qui est problématique. Bon, après, les choses se font sans nous, hein. On n'est pas dans tous les bureaux et dans toutes les échelles de décision, mais toujours est-il qu'on arrive à une réglementation qui interdit cette pratique, qui est une exception régionale et qui va devenir, dans les années suivantes, quelque chose au niveau national, puisqu'il y aura un arrêté interministériel en 2006 qui prendra en compte, en fait, cette interdiction d'application de pesticides sur les fossés ou à proximité des berges des cours d'eau. Donc voilà pour dire un petit peu comment, dans nos modes d'action, on arrive avec certains points de levier à faire évoluer les choses. Et sur l'arrêté fossé, il y a eu aussi une action de défendre finalement cette réglementation et de l'accompagner par de l'action associative, c'est-à-dire que bah, quand on voyait des fossés désherbés, on avait une petite plaquette qu'on mettait dans les lettres pour expliquer, pour faire un rappel de la réglementation. Certaines collectivités faisaient d'ailleurs de même, mais l'idée, ce n'était pas forcément toujours de taper sur les doigts de ceux qui avaient mal fait, mais on a aussi une volonté au sein de l'association d'accompagner cette décision politique.
Alors ça se fait pas forcément sans heurts. Je vous l'ai dit, hein, on va dans des instances de concertation et bah, quelquefois on se retrouve avec des gens dont on ne partage pas les mêmes points de vue. Voilà. Et ce qui fait qu'on a des rapports de force qui sont parfois tendus. Euh, Là, dans l'idée, on était interpellé très régulièrement par coup de fil, par des gens, par des adhérents qui nous disaient, mais je ne comprends pas pourquoi on voit des champs oranges comme ça, complètement désherbés, c'est pas normal, on devrait pas, ça ne devrait pas être fait parce que bah, voilà, on a des pesticides dans l'eau, ça nous inquiète, il y a des pesticides dans l'air, on ne veut pas en voir, etc. Et puis, bah, peut-être que je ne suis pas agriculteur, mais ça me paraît quand même bizarre de tout désherber avant de remettre autre chose. Alors, ce n'est pas interdit à l'époque, hein, et ça ne l'est toujours pas, d'ailleurs, sauf cas très particulier. Mais l'idée d'eau et rivière, c'est de dire, nous, on veut dénoncer cette pratique qu'on considère être une atteinte à l'environnement. Certes, elle n'est pas répréhensible, mais peut-être que c'est là vers là où nous, on veut aller. Et l'idée, c'est de dénoncer, c'est de dire que y a, cette pratique, elle existe, elle est légale, mais on pense qu'on devrait faire évoluer les choses et faire qu'il n'y ait plus de champ orange. Donc, on appelle les gens, le plus grand nombre, à nous signaler par le biais d'une application. Ils prennent le champ orange qu'ils voient. Donc, ils font une petite photo et puis ils nous envoient le ils nous envoient ils déposent la photo et ils nous disent où est le champ. Donc, il n'y a y a bien évidemment pas de nom, pas de quoi que ce soit. Et la réaction n'a pas tardé avec ceux qui ne partageaient pas notre point de vue. Je vous ai mis en copie une partie en fait du communiqué de presse de la FRSEA Bretagne à l'époque, qui nous dit donc qu'on encourageait les citoyens à dénoncer les agriculteurs qui utilisent des désherbants sur leurs parcelles, que ça revenait à demander à des personnes qui n'ont aucune notion d'agronomie de juger le travail d'agriculteurs formés et professionnels. Et donc, ils expliquaient en quoi l'utilisation de ces désherbants pouvait, si on regardait les choses d'une autre manière, être vertueuse. Euh, et derrière, il y avait finalement le fait de dire que bah, déjà le mot délation, hein, cet appel à la délation, de plus en plus utilisé ces derniers temps par les associations environnementales, financé par l'État lui-même, est indigne et inacceptable, d'autant plus que la pratique du désherbage est autorisée. Alors là, du coup, nous, on est resté, je ne vais pas dire qu'on est resté, qu'on est resté bête, parce que bon, on sait qu'on n'a pas les mêmes points de vue, mais on n'avait jamais exprimé le fait que cette pratique était interdite. Pour nous, bien évidemment, comme cette pratique n'était pas interdite, ce n'était pas de la délation, mais qu'on avait, je vais faire un parallèle peut-être un peu hasardeux, mais c'est de la science participative. Nous, on souhaitait faire un recensement de cette pratique et de sensibiliser le grand public à dire non, c'est pas quelque chose qu'on veut voir généralisé et il faut que ça évolue. Donc, c'est l'action associative, elle met aussi quelquefois les pieds dans le plat et puis elle se confronte à des points de vue et dans des rapports de force qui sont parfois tendus. Euh, Sur la question des pesticides, il y a aussi quelque chose de particulier et c'est pour ça que j'ai fait un pas de côté en n'essayant pas d'expliciter voilà, ce discours très technique de euh, c'est quoi la contamination, à quel point, etc. C'est que c'est bien de se dire qu'on a un idéal commun et qu'on veut tendre vers celui-là. Euh, et la difficulté, quelquefois, avec les pesticides, c'est que la pollution, elle est souvent invisible. Si je fais parallèle, en fait, avec la pollution par les nitrates, comment on voit la pollution par les nitrates de l'environnement? C'est parce qu'il y a des algues vertes sur les plages. Alors, on peut pas, si je regarde une rivière comme ça qui court, je ne vais pas forcément, à vue d'œil, me dire ah, bah, il y a un excès en nitrate. Par contre, un excès en nitrate, il peut se traduire par une prolifération d'algues vertes sur le littoral. Un excès en pesticides, une concentration élevée en pesticides dans un cours d'eau, dans un verre d'eau, je sais pas, il y a peut-être des méthodes d'analyse, hein, mais pas à ma connaissance, qui nous permettent de dire effectivement ça dépasse. Donc, malgré tout, c'est particulier parce que il y a quelque chose, il y a un sentiment diffus en fait, d'une certaine manière, c'est de dire
On sent qu'il y en a un petit peu partout, et ça a été redit hein, ce matin, il y en a un petit peu partout. Et notre idéal, c'est de dire qu'on n'en veut pas. Donc même si on ne les voit pas, ça nous mobilise, ça réussit à nous mobiliser. Là, je vous ai montré, je vous ai mis des photos, par exemple, de la période Nous voulons des coquelicots, où en fait, les citoyens, très simplement, dans un lieu très symbolique qui est devant la mairie de leur commune, ils se sont réunis au moins 24 fois, puisque ça a duré pendant 2 ans chaque mois, pour dire qu'ils ne voulaient pas de ces pesticides. Alors, l'ambition de millions de signatures n'a pas été atteinte. Je crois que c'était 1,1 million, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, avec l'idée d'avoir un discours, encore une fois, et un idéal accessible. Et donc, ça a permis en fait de mobiliser, pas forcément sur des bases très techniques, mais sur voilà, une vision commune, en tout cas. Voilà, c'est la conclusion. Donc, en fait, ces exemples-là, c'est effectivement regarder dans le rétro, mais c'est aussi de se dire que certainement, les mouvements citoyens d'hier, les combats associatifs qu'on a menés les dernières années, ils ont certainement soit accompagné, soit anticipé l'évolution réglementaire ou l'évolution des politiques publiques. C'est des processus qui sont permanents et qui sont au long cours de cette émancipation, de favoriser l'émancipation, c'est-à-dire de développer la compréhension, donc la remise en question. On parlait tout à l'heure de la manière dont les choses sont présentées, peut-être du poids aussi d'un certain nombre de lobbies, de ces rapports de force, et donc de développer en fait, de produire une pensée critique vis-à-vis de ça, et derrière d'impulser une capacité à agir pour faire réussir et parfois échouer aussi. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je pense que ça s'appuie aussi, ce mouvement citoyen, il s'appuie sur le partage d'une vision commune, d'un idéal, et puis il se fait forcément en essayant de créer un rapport de force. Alors, on n'a pas la puissance du lobby de certains, de l'agrochimie ou de certains acteurs économiques, mais néanmoins, en essayant de piquer pile au bon endroit, on fait réagir. Et ça demande aussi de notre part un effort d'organisation, l'engagement de citoyens, il ne faut pas l'oublier, effectivement. Hein, on a beaucoup parlé agriculture parce qu'aujourd'hui, les pesticides sont majoritairement utilisés par le monde agricole et ils paraissent être les points de mire, mais derrière, il y a aussi des mouvements associatifs où on a des gens qui s'engagent réellement et quelquefois, voilà, ce n'est pas simple pour eux non plus. Et puis, toujours, on est plus fort ensemble. Donc, cette capacité, en fait, à s'unir et à dénoncer pour combattre les atteintes au bien commun. Et c'est vraiment aussi l'un des fondements de l'action associative, et en tout cas de celle d'Eau et Rivières de Bretagne, c'est que l'eau, pour nous, est un bien commun. Et donc, que les prises de position qu'on peut avoir, elles visent à défendre ce que nous, on considère être l'intérêt général et non pas un intérêt particulier. Voilà pour moi.